Caroline Loyer me rejoint sur ce plateau et nous recevons Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe de l'Est, chercheur associé chez Open Diplomacy. Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Je voudrais commencer par cette dernière actualité de Viktor Orban qui a affiché hier à son arrivée au sommet de Bruxelles les résultats d'une consultation organisée dans son pays pour légitimer son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors selon les résultats de cette étude qu'il a montrée, 95% des personnes ayant participé ont rejeté l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Est-ce que cette option s'éloigne pour l'Ukraine et surtout, est-ce que ça a un impact sur le conflit en lui-même ? Alors, ça n'a pas d'impact direct sur le conflit, d'autant plus que cette étude-là, elle ne vaut que ce qu'elle vaut. Et très concrètement, on ne connaît pas le taux de participation. On n'est pas véritablement sûr qu'il y ait eu 95%. Ça paraît d'ailleurs beaucoup trop gros pour être honnête. Il y a seulement 2 millions d'habitants qui ont répondu d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, on est vraiment... l'opposition avait appelé au boycott de ce suffrage, on va dire. Donc non, voilà, Viktor Orban voulait une démonstration de force, soi-disant appuyée sur un vote populaire pour justifier son opposition à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais bon, ça vaut ce que ça vaut et ça rend fin. Je pense que tout le monde prendra ça pour ce que ça vaut. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'intégration de l'Ukraine, quoi qu'il en soit, prendra du temps, même dans certains pays comme la Pologne, qui sont a priori plutôt favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On voit bien qu'au-delà de la considération géopolitique, il y a des fois des considérations purement économiques, comme par exemple le poids de l'agriculture ukrainienne, qui font qu'une partie de la population et une partie des hommes politiques, du coup, essayent de prendre des positions un petit peu plus réservées. Par exemple, le nouveau président élu, donc Nawrocki, polonais, est plus que réservé sur l'intégration de l'Ukraine dans l'Union. Caroline. Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont rencontrés en marge du sommet de l'OTAN. Ça s'est bien passé. A priori, Donald Trump était ravi. Vous diriez que c'était plus une rencontre pour la forme, parce que sur le fond, c'est le statu quo. Alors effectivement, sur la forme, ça s'est très bien passé et tant mieux quand on se rappelle de la réunion catastrophique qui avait eu lieu dans le bureau Oval il y a quelques mois. Je pense que sur le fond, Volodymyr Zelensky n'attend plus grand-chose de la part de Donald Trump, dans le sens où finalement, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, par exemple, il n'y a pas eu de vote de nouvelles aides financières et militaires à l'Ukraine. Ce qu'attend Volodymyr Zelensky, c'est probablement plus une relation transactionnelle et contractuelle avec Donald Trump. Il est très probable, alors je ne suis pas sur le secret des lieux, mais il est très probable que Volodymyr Zelensky ait réitéré la même demande qu'il fait à Donald Trump depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire de pouvoir acheter de nombreuses armes, et notamment des missiles patriotes antiaériens, aux États-Unis, donc de basculer finalement de dons ou de prêts à long terme à voilà, j'achète directement aux armements, enfin de l'armement aux Américains, et c'est quelque chose qui pourrait potentiellement plaire à Donald Trump, puisque ce serait non plus de l'aide et du vol des États-Unis, comme il a tendance à le dire, mais simplement une relation purement transactionnelle. A priori, Donald Trump avait l'air plutôt ouvert à cette idée-là, mais pour l'instant, il n'y a rien de signé. S'il y a cet échange économique d'armes, ça veut dire qu'on ne se dirige pas forcément vers une fin de conflit, ou au contraire, ça donnerait une telle puissance à l'Ukraine que ça pourrait précipiter la fin de ce conflit. Alors, effectivement, Donald Trump, lorsqu'il parle du Moyen-Orient et notamment de la guerre en Iran, a parlé de la paix par la force. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas du tout la stratégie qu'il a adoptée en Ukraine, où au contraire, il est plus que réservé sur l'idée d'aider l'Ukraine. Là, les équipements fournis à l'Ukraine, ce serait plutôt pour l'aider à se défendre, notamment des attaques aériennes de la Russie. Mais en vérité, si Donald Trump souhaitait véritablement obtenir la paix en Ukraine, il y aurait sans doute, en tout cas un cessez-le-feu, il y aurait sans doute deux manières de faire. Effectivement, soutenir encore plus l'Ukraine et essayer de tordre le bras à Vladimir Poutine, ce que pour l'instant, il se refuse à faire. Et justement, je vais vous demander quelle est la marge de manœuvre de Donald Trump, parce qu'il a dit des deux, le plus difficile aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui poursuit son offensive, qui progresse. Qu'est-ce qu'il peut faire, Donald Trump, là ? Déjà, est-ce qu'il a la volonté de le faire ? Pour le coup, ces dernières semaines, on avait vraiment beaucoup plus l'impression qu'il se désengageait complètement. Steve Witkoff n'a pas rencontré Vladimir Poutine depuis des semaines. La diplomatie américaine, de façon générale, ne s'est pas vraiment trop impliqué sur le sujet ukrainien. Le communiqué final du sommet de l'OTAN était plus que modéré, voire même mentionné vraiment l'Ukraine au détour d'une phrase. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre, mais si, quand bien même Donald Trump décidait de se réinvestir, il a quand même un certain nombre de cartes en main pour essayer de faire comprendre à Vladimir Poutine qu'il faudrait peut-être lever un peu le pied. On parle de ces fameuses sanctions secondaires. On voit qu'à chaque fois que les Américains en ont prise, il s'est passé quelque chose. Ça a provoqué en tous les cas une redirection des flux, notamment financiers, pour payer les hydrocarbures russes. Donc Donald Trump a les moyens on va dire, de mettre un peu la pression à Vladimir Poutine, mais pour l'instant, il se refuse à le faire.
Très vite, le président ukrainien a signé cette semaine un accord avec le Conseil de l'Europe pour la création d'un tribunal spécial pour poursuivre et juger les responsables du crime d'agression contre l'Ukraine. Ça détourne, enfin ça contourne ce que peut faire la Cour pénale internationale qui n'est pas reconnue par Moscou. Concrètement, c'est symbolique ou à un moment, Vladimir Poutine va risquer quelque chose? Alors, pour l'instant, effectivement, c'est uniquement du domaine du symbole, mais c'est quand même très important. On se rappelle que Vladimir Poutine a été mis en examen, on va dire, ou mis en accusation par la CPI sur les vols d'enfants, donc qui potentiellement crime de guerre, voire crime contre l'humanité. Donc, et ça a provoqué en fait une réaction côté russe. On a vu plus d'enfants retourner en Ukraine. Donc il y a la force du symbole. Alors là, effectivement, c'est pas la CPI qui peut poursuivre la Russie pour le crime d'agression. C'est pas non plus le Conseil de sécurité de l'ONU qui peut organiser un tribunal spécial pénal international, puisque la Russie est membre du CSNU et la Chine aussi. Mais en revanche, effectivement, c'est quand même symbolique. Le Conseil de l'Europe, c'est censé être l'organisation qui défend les droits de l'homme sur l'ensemble du continent. La Russie était partie prenante jusqu'à 2022, jusqu'à ce qu'elle soit exclue. Mais donc ça a quand même un certain symbole. Après, quand est-ce que ce tribunal sera organisé, ça reste à voir. Et surtout, les poursuites, en fait, quelle sera la force effective, en fait, d'éventuels mandats d'arrêt, ça, tout reste à écrire. Merci, Éric Bouna, d'être venu dans notre matinale, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe de l'Est et chercheur associé chez Open Diplomacy.